première expérience et surtout, ça m'a appris que je pouvais me planter et que c'était pas si grave que ça. Pendant ces 10 années, on a, depuis le premier jour, jamais fait aucune prospection. Ça a confirmé dès les premières semaines ce besoin criant d'expertise. Il faut observer le monde qui nous entoure et des fois, les problèmes d'ailleurs sont nombreux. Si on continue de les voir, ces problèmes, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a de valeur que s'il y a un acheteur en face. Et c'est souvent lui qui fixe cette valeur. Salut Jérémy, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu es un entrepreneur, tu as créé et vendu une agence. Aujourd'hui, tu veux un peu rendre ce qu'on t'a donné. On t'a donné, tu veux potentiellement devenir, on ne sait pas encore quoi, mais dans le conseil, et tu veux aider d'autres entrepreneurs. C'est un petit peu ce que tu as fait en acceptant et on te remercie vraiment d'être là. Le but, c'est un peu de partager ton expérience. Alors, pour commencer, je te laisse te présenter, nous dire comment tout ça a commencé. Salut Théo, mais merci déjà de m'inviter sur ton podcast. C'est vrai, tu l'as dit, j'ai répondu moi par la positive à ton invitation parce que ta démarche en fait correspond beaucoup à ce que je pense de l'action que moi, entrepreneur et d'autres finalement chefs d'entreprise devraient avoir peut-être dans une partie de leur temps, voire moi pourquoi pas demain dans 100% de mon temps, c'est cet accompagnement l'aide à un certain nombre d'entrepreneurs qui se posent beaucoup de questions sur, on le sait, en fait des milliers de sujets. Donc que ce soit dès la création, sur le développement de produits ou là effectivement ce que j'ai pu vivre ces derniers mois, une session. Donc voilà, c'est euh, aujourd'hui ce que je suis et ce que je souhaite être un petit peu plus dans les temps qui viennent. Et justement aussi, entre les deux, entre la création et la vente, beaucoup aussi d'autres étapes et Tout à fait. problématiques que tu as dû rencontrer. On va en parler un peu. Alors, du coup, euh, ça fait 10 ans que tu as une agence que tu n'as plus. Et avant ça, qu'est-ce que tu as fait et comment tu en es arrivé à créer ton agence? Alors avant donc j'ai une formation initiale de Ok. développeur donc une école de développement près de Strasbourg qui m'a appris à développer dans n'importe quel langage et sur n'importe quel device. Donc j'étais une sorte de couteau suisse et avec une capacité de pouvoir euh, voilà entrer dans n'importe quelle entreprise pour pourvoir à beaucoup de besoins et qu'on a de plus en plus d'ailleurs en tant que développeur. Maintenant, depuis très jeune, j'avais un leitmotiv, c'est celui de créer et de gérer une entreprise. Ok. Et donc, en fait, au sortir de mes études, j'ai travaillé peut-être un an dans une société ça m'a pas convaincu, si tu veux, bon, d'abord la condition peut-être qu'on m'offrait, et puis aussi sur ma manière de mener ma vie. Euh, et donc j'ai à ce moment-là tout quitté pour monter ma première société pour vendre de la musique équitable sur Internet. Ok. Alors autant te dire que c'est une idée aussi incongrue que comme elle est annoncée. Mais l'idée de base était, et je pense, est encore pertinente et visible. Je suis un grand fan de musique, j'écoute beaucoup de musique, et à l'époque, en 2007, on achetait encore des CD, hein. C'était avant l'ère Deezer, avant l'ère Spotify. Je m'achetais des CD, ça coûtait 20 balles à l'époque. Et puis, ben, j'étais content, moi, finalement, de dépenser cet argent pour soutenir les artistes que j'aimais, jusqu'au jour où je me renseigne un petit peu pour savoir, finalement, comment est redistribué l'argent que j'ai dépensé pour acheter ce CD. Et je me suis rendu compte qu'il y avait à peine un peu plus d'1 euro qui allait dans les poches de l'artiste euh, que j'aimais. Et je pensais que c'était à lui que je donnais l'argent. Ça m'avait à l'époque un peu horrifié et j'avais du coup voilà pris cette décision de remettre en fait les artistes au centre des préoccupations et de proposer ce modèle de musique équitable où je reversais plus de 90% des bénéfices dans la distribution d'une musique sur Internet. Ok. Autant dire que quand tu es
jeune, fougueux, mais avec pas énormément de fonds sur un contexte industriel, puisque la musique Ouais. aujourd'hui est une des industries majeures, hein, de notre monde, bah, c'est peine perdue. Il m'aurait fallu 10, 100 ou 1000 fois plus de fonds et de moyens. Et donc, bon, ça a périclité au bout de un peu moins de 3 ans. Mais c'est pas grave, ça m'a donné finalement là ma première expérience et surtout ça m'a appris que je pouvais me planter et que c'était pas si grave que ça. Donc, Ok. voilà, donc j'ai Très bonne repris leçon. ensuite à mon compte mes compétences de développeur. J'ai travaillé pour des agences, hein, locales jusqu'à là cette fois-ci du coup me verticaliser sur le e-commerce parce que j'avais aussi cette expérience là de e-commerçant en vendant ma musique. Ok. Et donc voilà, me rendre expert d'un domaine, mais en apportant là une compétence technique qui s'avérait être également manquante à cette époque. Donc là, on est en 2015, d'une haute expertise sur un outil qui s'appelle Magento, et Ok. qui est aujourd'hui une des plateformes leaders du e-commerce dans le monde, qui appartient à Adobe, qui est écrit en PHP, et où les marques qui utilisent cet outil sont des belles et grandes marques, mais où à cette époque-là, entre 2010 et 2015, le paysage des agences techniques qui proposaient en tout cas des développements pertinents sur cette solution, ils étaient encore peu structurés et souvent, parce que ça c'est l'héritage aussi du web de cette époque, c'était des agences souvent 360, comme on dit, hein, Ok. finalement, qui Ok. étaient des agences qui faisaient beaucoup de choses, du développement, du e-marketing, du SEO, et sur la partie développement, souvent sur plusieurs technos. Et donc finalement, euh, et ce que j'ai moi toujours considéré, c'est que il ne pouvait pas être aussi bon sur tous les domaines qu'il vendait. Or, un e-commerçant, et qui plus est sur une solution comme celle-là, qui est quand même plutôt à la fois complexe et Ouais. destinée à des entreprises plutôt de taille moyenne ou grande, ne, ne, ne peuvent pas se permettre de travailler avec finalement des interlocuteurs qui ne sont pas experts de la solution. Voilà, d'où l'idée de construire une agence verticalisée sur à la fois le e-commerce et sur cette techno Magento. Donc, ce qui est quand même aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, si on regarde un peu de cours sur le marketing ou sur comment lancer son agence, etc., c'est il faut absolument se nicher, être un expert dans quelque chose. Et je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, il y a toute une génération d'agences 360 qui étaient là au début peut-être de la création de sites web et qui ont évolué avec leurs clients en disant bah, on va vous faire ça, on va vous faire ça, on va vous mettre Tout à fait. l'imprimante en Wi-Fi. Voilà, c'est le petit commerçant du coin, mais c'est pas un expert. Toi, tu avais tout de suite eu cette vision de dire, OK, là, déjà, j'ai une expertise parce que tu l'avais fait et je me concentre là-dessus et je me lance. Donc, Voilà, exactement. Alors bon, aussi pour ne pas froisser certaines personnes, je pense, enfin, il y a encore des agences 360 qui font très bien leur travail oui, et, et à cette époque-là, jusqu'à 2010, c'était très pertinent parce que c'était le modèle en place. Et donc, il y a, il y a, il y a- il y avait, il y avait, il y avait peu de soucis. Par contre, si on voulait accompagner, c'est d'ailleurs un- un axe en fait moi qui m'avait marqué, c'est que étant technicien, mais comprenant tout à fait les enjeux de mes clients, je me devais d'être le meilleur possible pour eux, parce que en mmh, fait, je touchais leur portefeuille, j'écrivais un code qui était plus ou moins performant, ben, j'allais avoir une action sur leur performance à eux en tant que vendeur. OK. Donc, le technicien est quand même un maillon important de cette chaîne du e-commerce. Et donc voilà, pour moi, il fallait absolument que ça devienne un expert de la solution technique. Surtout pré-époque Shopify, quoi. C'était quand même Ah oui, oui, ah bah oui, on pas est bien aussi loin, simple, hein. effectivement. Oui, oui, à cette époque-là, on est bien loin de l'époque Shopify. Et donc, bon, en 2010, il y avait euh, euh, parce que donc moi j'ai commencé à grandir sur Magento à cette époque-là, en 2010, jusqu'à cette époque, puisque Magento c'est entre 2007 et 2009 hein, que ça a été inventé. Jusqu'à cette période, en fait, on avait un paysage technique mourant
avec des solutions comme OS Commerce, qui avaient été forquées par des Allemands. Il y avait des choses complètement vieillissantes, avec des communautés complètement disparates et éteintes. Et donc, il y avait vraiment un vide sidéral dans des Ok. solutions pérennes, scalable. Voilà, c'était très complexe pour remonter du e-commerce, quoi. Et une fois que tu as du coup commencé à le faire en tant que prestat, c'était quoi? Tu es rentré dans une agence ou tu as créé la tienne tout de suite? Comment ça s'est passé les débuts, les premiers Non, alors clients? à cette époque-là, effectivement, 2010, une fois que Discover Music, donc cette boîte de musique équitable a périclité, j'ai repris effectivement ma casquette de développeur et à mon compte, j'ai travaillé pour des agences et j'ai effectivement dans l'une d'elles développé la partie, le département e-commerce et notamment Magento. Et c'est d'ailleurs dans cette agence-là que j'aurais rencontré mes deux futurs associés qui m'aideront ensuite à constituer Blackbird, qui est l'agence que j'ai vendue récemment. Ok, Voilà, et donc donc ça, j'aurais travaillé pendant 4 ans, un peu plus de 4 ans pour ces agences, jusqu'à lancer du coup Blackbird en 2015. ok, donc là tu montes en compétence, tu découvres l'opportunité, tu deviens bon, Voilà, tu bosses pour des gros clients, donc aussi tu développes enfin, c'est tu ça. bosses pas tout seul aussi, donc tu as avec comme je dis, des futurs associés, c'est un autre Oui. niveau de connaissance. C'est ça, mais je prends conscience à ce moment-là de ce que je te disais tout à l'heure, c'est de ce manque d'expertise et de verticalité, et où en fait on s'avérait être des fois bloqué pour des besoins de commerçants. Et pourtant on était les seuls interlocuteurs théoriquement possiblement à avoir la réponse, quoi. Donc c'était une position pas confortable parce que voilà, je voulais pour les clients qu'on avait au téléphone apporter des solutions et voilà, l'organisation dans laquelle on était pas forcément à même de, de l'apporter, quoi. Ok, et c'est ça que du coup j'allais te poser la question, qu'est-ce qui a déclenché alors ce passage, enfin, l'entrepreneur en toi a repris le dessus et tu t'es lancé, mais si je comprends bien, tu as vraiment eu cette frustration de dire, je veux vraiment mieux répondre à ces clients et donc il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Oui, tout à fait. Bon, alors, c'était la réunion de deux envies. D'abord, effectivement, et tu l'as dit, celle d'un entrepreneur que je suis et qui n'aurait pas pu très longtemps continuer de travailler pour quelqu'un d'autre. Mais aussi, voilà, en constatant que là, il y avait peut-être un modèle à changer et un nouveau modèle à proposer à ces e-commerçants. Ok, alors, est-ce que tu peux me raconter ce début d'aventure? Oui, bah, donc là on est en 2015, on est trois associés, issus effectivement de tous les deux étaient salariés, mes deux associés de l'époque étaient salariés de cette agence. Euh, voilà, on s'est convaincu de, de créer l'agence avec un premier client qui nous avait fait confiance alors même qu'on n'existait pas encore. Alors je réseautais moi déjà pas mal à cette époque-là. J'avais pas mal de copains dans d'autres agences. Et donc c'est un lead qui est venu d'une autre agence où ils avaient besoin d'interlocuteurs techniques sur cette technologie. Et en fait, le client et cette agence nous ont fait confiance alors même qu'on n'existait encore pas officiellement. Mais ça nous a permis un petit peu de confirmer notre lancement. Et puis on a démarré en développant tout de suite cette première boutique hein, à l'époque. C'était de la personnalisation de bouquets de fleurs, donc en plus ça nous enchantait parce qu'on était dans quelque chose à la fois de très particulier, mais sur un domaine chouette parce que voilà, on est sur un produit euh, voilà avec un abord positif quoi. Oui, Donc voilà, et c'était plutôt ça. pas facile techniquement, j'imagine, par contre. Mais pas facile techniquement, mais si. On a réussi à apporter certaines solutions. Alors malheureusement, bon, la société a disparu quelques années plus tard, mais c'est vrai qu'elle nous a permis là de nous lancer, de montrer aussi nos compétences. Et chose particulière qui d'ailleurs a fait rager pendant 10 ans la plupart de mes copains entrepreneurs, c'est que pendant ces 10 années, on a depuis le premier jour jamais fait aucune prospection. Ok, Ça, c'était oui. assez formidable. Alors, ça ne valorise pas trop mes compétences de commercial,
de dire ça, mais c'est quand même pour dire que ça a confirmé dès les premières semaines ce besoin criant d'expertise, on s'est affiché dès le début comme étant des experts Magento, ce qu'on était, hein, on n'avait pas menti, mais les prospects, les clients sont venus tout seuls, et on a vite d'abord atteint un niveau de développement et d'occupation suffisant pour, dans moins d'un an après le début de la création de l'agence, envisager le recrutement de nos premiers salariés, quoi. Ok, donc en fait, c'est intéressant parce que on parle beaucoup de comment obtenir ses premiers clients, etc. Peut-être que des fois, on prend la question dans le mauvais sens, et c'est plutôt comment trouver un vrai besoin sur le marché. Et finalement, les clients, entre guillemets, c'est pas qu'ils vont venir tout seuls. Faut quand même aller les chercher. Mais si on découvre un besoin, c'est qu'on découvre quelqu'un qui a ce besoin et il suffit, entre guillemets, de savoir lui répondre. Je sais pas. Complètement, complètement. Alors effectivement, je réponds d'abord sur le fait qu'ils ne viennent pas tout seuls. Tu as raison quand même de le dire, c'est que Voilà. il y a eu pendant quand même plusieurs années un labour de ma part du terrain. J'ai fait connaître l'agence, j'ai parlé de ses expertises, j'ai effectivement été euh, actif, mais j'ai jamais usé de prospection traditionnelle comme on peut la connaître, voilà, d'aller contacter des e-commerçants pour leur proposer nos services. Mais après, oui, effectivement, sur le développement et sur la recherche de clients, je suis assez d'accord. Si on répond à un besoin et qu'en plus, alors il se trouve que le contexte était Oui. en notre faveur puisqu'il y avait à l'époque très très peu d'agences, hein. Il y en avait moins il y en avait moins de 5, hein, en Ok. France. Ok. Euh, donc on avait un contexte, mais certes, on répondait aussi à un besoin très fort. Et donc effectivement, c'est cette alchimie qui a permis le développement rapide de l'agence, quoi. Ouais, un besoin, un marché que vous avez, c'est pas si facile, c'est que tu étais aussi expérimenté et tu as été, on va dire, expert dans un domaine en particulier qui t'a fait Oui, découvrir c'est cette vrai, oui. opportunité dans les 5 premiers en France. Donc forcément, tu as eu du boulot versus quand on a essayé de chercher des idées en regardant des vidéos qui ont déjà 1 million de vues sur YouTube sur quelles sont les idées en 2025. Mais Peut-être, oui, parce que effectivement. moi, je suis victime de faire ça, mais je pense que les meilleures idées, c'est plutôt comme ça qu'elles viennent. C'est pas des idées, c'est des opportunités. Ok. Parce que un entrepreneur, et son boulot, c'est de répondre à des problèmes, de trouver des solutions à des problèmes. Donc, il faut observer le monde qui nous entoure et des fois et les problèmes d'ailleurs sont nombreux et si on continue de les voir ces problèmes, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de solution et donc c'est là que une entreprise à nous a potentiellement sa place, quoi. Super, super démarrage. Donc, premier client. Alors, tu parlais d'un premier recrutement. Oui, et donc le Euh, premier recrutement est allé assez vite. Alors forcément, tu sais, tu as moins d'un an d'existence, tes capitaux sont pas énormes, donc tu es quand même frileux sur ce genre d'événements. Donc alors moi je donnais à l'époque en même temps des cours en master, dans un master informatique à Strasbourg, dans ma ville. Euh, et j'en ai parlé à mes étudiants en disant, bah voilà, déjà je viens de constituer cette agence, et puis bah, on cherche des gens qui seraient prêts à venir travailler avec nous. En fait, là, c'est quelqu'un qui, au premier rang, a levé tout de suite la main. Quelques semaines après, donc rencontrait mes associés dans un café avec une bière. C'était notre premier entretien. Et en fait, il s'est fait avec une bière et on a trinqué et on était au soleil, les trois associés et lui. Et en fait, quelques semaines après, il démarrait un stage chez ok. nous, qui s'est transformé en apprentissage quelques semaines après. Euh, il en aura fait d'ailleurs 2 chez nous d'apprentissage. Et puis, alors là, en parallèle, hein, finalement, le- le travail et l'activité grandissaient très vite. Et donc, on a aussi embauché tout de suite un premier CDI en même temps, à côté, un développeur. Euh, euh, et en fait, cette personne qui a démarré stagiaire puis apprenti a été aussi embauchée. Alors, je te raconterai la suite de son histoire d'ailleurs plus tard, puisqu'elle est, elle est, elle est assez, je trouve, marquante aussi des opportunités qu'on peut avoir
dans la vie d'une entreprise. Toujours est-il que, voilà, assez rapidement, donc là, à la fin de cette première année, on avait besoin de ressources et on s'est tout de suite retrouvé en quelques mois, oui, vraiment dans un mouchoir de poche. On a eu notre premier stagiaire, puis un premier CDI et un deuxième tout de suite qui a enchaîné. Et donc en fait, on était tout de suite 3 plus 3, on était une petite équipe de 6 là, juste un an et demi après avoir créé l'agence, quoi. Et alors, c'est fou, mais j'imagine que vous le faisiez parce que les contrats arrivaient, il y avait du besoin. C'était Exactement. pas on embauche au cas où. C'est OK, là on a un besoin. Mais c'est des problèmes de riches. Absolument. Il fallait OK. là qu'on réponde parce qu'on sentait bien sûr que la demande était là. Il fallait qu'on fasse le taf. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et on se rendait compte qu'on n'y arrivait plus nous-mêmes, mais aussi que le fait d'être peu nombreux, même si on avait une haute expertise et presque déjà une petite réputation, nous fermait la porte auprès de certains interlocuteurs et clients qui étaient un petit peu plus importants et qui nous plaisaient. Et donc finalement, parce que pour faire confiance à une entreprise d'une certaine importance, il faut soi-même voilà, montrer un certain gage, notamment de solidité relative, hein, puisque bon, évidemment, une jeune entreprise, tout est relatif, mais en tout cas, quand tu commences à avoir quelques salariés, bah, tu affiches peut-être une solidité différente que là, les trois associés qui sont simplement dans leur coin depuis 2 ans, quoi. Et justement, aujourd'hui, beaucoup d'agences se lancent avec pas de bureau, que des freelances. Comment tu vois, enfin, comment, à l'époque, c'était pas du tout une option, ou comment est-ce que vous avez pensé à ça? C'était quoi l'idée à l'époque? Non, bon, alors déjà, à l'époque, c'est vrai que il faut se remettre 10 ans avant, le télétravail institutionnellement admis Ouais, et commercialement acceptable, ça n'existait pas. ok. Euh, donc c'est vrai que la question s'était pas posée du tout. Donc il fallait, mine de rien, on venait d'une époque, on sortait d'une époque d'agence, et donc pour nous, c'était logique de créer une autre agence, même si on se verticalisait, et donc on changeait un petit peu le paradigme, on restait quand même une Hmm. agence physiquement constituée avec ses bureaux et ses salariés, quoi. Par contre, niveau culture, j'ai l'impression que ça, on partage quelque chose en commun. Tu parlais de ton premier recrutement et je lisais sur ton post que tu recommandes le livre L'entreprise du bonheur, que j'ai aussi lu il y a Et 10 ans. J'avais d'ailleurs, je crois que c'était Bloch qui s'appelle l'auteur. Oui, c'est non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je confonds, Zapost. Ok, très bien, je l'avais lu à l'époque. Je confonds avec un autre livre français. Mais cette culture, du coup, qui a l'air de se refléter dans ce premier recrutement du stagiaire puis employé dont tu vas nous parler, même si vous aviez pris des bureaux, j'imagine que toi, tu es parti en disant, OK, on va faire quelque chose qui me ressemble. Et c'est quoi, du coup, ta vision par rapport à cette entreprise du bonheur? alors c'est bien le dirigeant de Zappos, hein, Ok, l'auteur de ok. l'entreprise du bonheur. Et bah, finalement, en lisant ce livre, on peut bien peut-être se rendre compte de ce que j'avais en tête, parce que je l'ai lu bien après avoir constitué l'agence, bien après avoir recruté mes premiers salariés. Mais en le lisant, je me suis dit, mais merde, mais en fait, il dit exactement ce que j'aurais aimé dire dans un bouquin ou dire à n'importe qui me pose la question. Voilà comment est-ce que je pense qu'une entreprise peut se développer. Le modèle hein, de cet entrepreneur, il est assez simple finalement. C'est baser la relation professionnelle sur d'abord une relation humaine, en laissant un certain degré de liberté assez important, alors qu'on peut ensuite... alors bien sûr, tous ces grands principes sont déclinés, sont travaillés et sont préciser. Là, par exemple, je viens de parler d'une liberté. Elle n'est pas donnée, par exemple, à n'importe quel salarié à n'importe quel moment de la vie de l'entreprise ou de sa vie à lui dans l'entreprise, puisqu'il faut une période d'onboarding, ce genre de choses. Donc, mais c'est des grands principes qui, de toute façon, ont guidé, par contre, nos décisions. C'est cette liberté, c'est bon, le télétravail, on en parlera très vite, enfin dans les années qui suivront, mais qui a été évidemment une évidence. Euh, pour moi, c'est aussi une notion, alors qui a été très compliquée à conserver, mais c'est la bienveillance, qui
peut paraître dans un premier abord un peu bisounours, un petit peu, bon voilà, t'es sympa, t'es presque gentil, mais en fait pour moi c'est le fondement même d'une relation efficace, c'est quand on considère son interlocuteur comme d'abord quelqu'un fait de chair et d'os, euh, et pour la personne qu'il est, c'est-à-dire une personne qui a ses qualités, ses atouts, mais aussi ses faiblesses, ses doutes. Et alors peut-être que tu as prévu de me poser la question plus tard, mais ça a été notamment dans moi l'exercice de la bienveillance, quelque chose au début d'évident et que je voulais même vraiment pousser et pousser l'ensemble des salariés à avoir cette vision, ce qui s'est avéré ne pas être si évident. Ça a été ma première douche froide. Ok. C'est le fait que tout le monde n'est pas forcément d'accord en fait avec une vision d'entreprise comme celle qu'on a pu avoir chez Blackbird, euh, liée à beaucoup de choses, pas forcément de la malveillance, mais des caractères qui sont simplement différents, ou la vision qu'on peut avoir d'une entreprise, de la position d'un salarié dans une entreprise, où tout le monde du coup n'est pas réceptif quand on leur dit ben tu vas monter à bord et en fait tu es le futur dirigeant de mon agence, tu vas avoir des responsabilités. Ben non, pas forcément. Il y a aussi des gens qui disent ben non, tu vas me demander de faire un taf, je vais le faire et puis à 18 h je m'en vais et puis c'est tout quoi. Voilà, il y a donc Mais j'imagine que du coup, tu essayes quand tu recrutes, d'identifier qui va être d'accord avec cette vision, pas cette vision. Et donc, c'est pas si simple. non, tu essayes évidemment, mais non, c'est pas si simple, c'est pas si simple et on est dans un contexte où on a besoin de produire aussi pour nos clients et donc ben, tu dois faire des choix aussi de compétences. Et certes, ce caractère-là humain et on l'a d'ailleurs organisé hein, au fil des années chez Blackbird dans nos recrutements. Il était bien sûr du coup primordial, mais un autre élément primordial était le besoin de production et donc voilà avoir des gens aussi compétents pour le métier qu'on attendait d'eux quoi. Hein. Et est-ce que tu penses, par contre, que si tu recrutes quasiment que on va dire, au caractère et moins à la compétence, tu pourrais du coup réussir à former quelqu'un tant qu'il est de, de bonne volonté, etc. Ou est-ce que malgré tout, quand même, des fois, tu es obligé de privilégier la compétence? Euh, Alors aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que, je, alors aussi parce que c'est très tôt après ma session et la fin de mon aventure, mais j'aurais plutôt aujourd'hui tendance à dire que les compétences priment Ok. et que c'est paradoxal avec ce que Ça- C'est je pour ça que c'est suis. intéressant, vu que ça fait 10 ans que tu as testé, donc ça Oui, m'intéresse d'avoir un petit peu ouais, l'après, quoi. oui, mais parce que le recrutement basé 100% ou en tout cas fortement Ouais. sur un profil psychologique ou moral ou tout ce qu'on veut hein, comme aspect, en fait, il est nécessairement euh, faux, ou il est nécessairement subjectif, il est Mm. nécessairement mutable aussi. C'est-à-dire que la personne que tu as en face de toi, d'abord, bon, et évidemment, j'ai un a priori de sincérité de la part des candidats qui viennent, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas sincères. Et ensuite, il y a des gens sincères d'ailleurs ou pas à leur entretien qui changent de point de vue, de comportement, de, 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 de manière de faire, qu'il arrive des choses aussi personnelles qui ont un impact sur ce qu'ils sont dans l'entreprise. Et donc, on ne peut pas effectivement baser nos recrutements trop fortement justement sur ça. Parce que même si effectivement on arriverait ensuite à développer des compétences techniques, hein, parce que ça a été d'ailleurs le cas pour Blackbird, on a souvent dû accompagner, aller plus loin que ce que les écoles fournissent, parce que justement on avait cette très haute expertise. Euh, je pense que je préférerais aujourd'hui notamment parce que j'y ai perdu des plumes, mais euh, Ok. euh, euh, recruter quelqu'un de très compétent qui va
moins dégagé de choses qui sont similaires à ma vision du monde, mais qui va Ok. faire très bien son travail et voilà, qui va peut-être, euh, ça peut être vulgairement, enfin ça peut être mal pris, mais qui peut poser des problèmes aussi, si tu veux. C'est-à-dire que, finalement, il y a des gens, peut-être des gens outre-sensibles ou qui pensent du coup que bah, une agence comme la nôtre n'est que recherche d'un bonheur et que la notion intrinsèque d'une entreprise étant celle de devoir d'abord générer du chiffre d'affaires, leur est étrangère Ouais. et leur est même, euh, ça m'avait choqué ces derniers mois, hein, une de nos salariés qui s'était euh, offusquée parce que j'avais pu dire que la raison d'être d'une entreprise, c'était d'abord de faire du chiffre d'affaires, quoi. Euh, je pense que Ouais. du coup, j'étais peut-être allé trop loin dans l'expression de quelque chose de différent. C'est-à-dire que, en fait, ça, on reste une entreprise qui a avant des charges à payer, des salaires. Bien Donc, il faut sûr. bien d'abord vendre des produits et le vendre bien. Et après, bah, si tout va bien, on se fait plaisir, nous, quoi. C'est des thèmes, je suis assez d'accord, assez compliqués, puis ça Très change, comme tu compliqué. dis, ça évolue, ça dépend de la taille, ça dépend de chaque personne, etc. Et je comprends aussi que, voilà, on est dans des business d'agence, c'est beaucoup d'humains, beaucoup de challenges comme ça au quotidien, et je pense que tu en as pas mal vu, mais c'est hyper intéressant. Du coup, alors accélérons un peu, parce que c'était hyper Oui, intéressant, hein, c'est pour ça que je me suis oui, oui. attardé. Donc, vous êtes quand même passé de vous trois à, j'ai l'impression, une trentaine de personnes à la Oui. fin. Comment ça s'est passé cette évolution? Quelles sont les choses qui peuvent être les plus intéressantes à raconter là-dedans? Ou Bah, sinon, les choses, il y a eu il y a eu deux marqueurs. Bon, le premier, c'est une mésentente avec un des associés originels, du coup, qui a fini par quitter la société 4 ou 5 ans après la création, donc voilà, vers 2019-2020. À cette époque-là, une très grosse, très rapide croissance. On est passé ok, d'une dizaine de personnes à l'agence qu'on a été pendant encore ces quelques années, donc entre 25 et 30 personnes, associées à le remplacement de ce troisième associé par le fameux stagiaire que je te parlais au tout début. En fait, cette ok. personne qui était un élève, est démarré stagiaire, puis apprenti, puis salarié, et est monté à bord, est devenu co-gérant et associé, et c'est un associé qui a vendu avec moi là récemment. Donc voilà, Donc c'est très belle histoire. très belle histoire effectivement, et qui montre que voilà les les destins des entreprises sont beaucoup liés aussi aux rencontres que l'on fait et que voilà, même une personne qui peut de temps en temps ou au début d'une aventure peut paraître un petit peu à côté de la plaque. Par exemple, il était censé être développeur et en fait il savait pas développer. Bon, c'est pas grave. En fait, il avait d'autres qualités fantastiques bah, qu'il a mises en œuvre chez nous jusqu'à devenir un co-gérant, quoi. Ok, comme quoi, voilà, là, t'as parié du coup sur une personnalité et les skills ont suivi derrière et Voilà. ont évolué. Et du coup, j'imagine que quand entre 3 personnes et 30 personnes, et il y a des espèces de phases, est-ce que tu as senti des phases, des Oui. paliers, des choses, autant au niveau, on voit souvent de 3 personnes qui sont freelance et qui se mettent en collectif et qui prennent des clients et qui commencent à gagner beaucoup d'argent et qui disent, OK, on va passer à la phase agence. D'un coup, il y a vraiment espèce de plateau entre 3 et 10, au final, on travaille beaucoup plus et on gagne beaucoup moins, à la fois sur ce côté combien il reste à la fin, mais aussi en termes d'évolution des skills, de passer de je suis développeur à en fait non, je suis manager, mais en fait, est-ce que je sais manager? Est-ce que j'ai envie? Ou il faut structurer. C'était quoi un peu les phases et les changements et comment tu les as abordés? Alors moi, j'ai arrêté très vite de développer à la fin de la première année du développement de la boîte. Je n'étais plus capable en termes de temps d'apporter du développement. Et en plus, il se trouvait que j'avais plus forcément l'envie de le Ok, faire parce c'était bien. que je répondais à mon aspiration première, c'est de gérer une entreprise. Ok. Ce que j'ai pu faire du coup avec passion et avec vraiment c'est quelque chose c'est une période là qui m'avait vraiment inspiré. Euh, euh,
On a suivi un développement plutôt, si tu veux, dans cette croissance forte, plutôt sereine, hein, jusqu'à une dizaine de salariés. Et c'est Ok. en dépassant la dizaine de salariés que là, on a vraiment senti une rupture, là, dans nos rôles, dans la manière dont on était perçu en tant que manager, en tant que dirigeant, dans les relations qu'il pouvait y avoir aussi entre salariés, puisqu'au-delà de 10, des groupes se créent, des avis divergents peuvent vivre, se développer. Voilà. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que on a ressemblé un petit peu plus à une entreprise standard, et que bah, du coup j'ai dû mettre un petit peu aussi les bouchées doubles sur ce qui moi m'inspirait comme valeur, et dans ce fameux livre où j'ai pas honte de le dire, hein, parce que d'ailleurs il le dit lui-même dans le livre, mais j'ai pompé beaucoup d'idées de ce bouquin pour m'aider à proposer des outils euh, euh, qui, euh, qui rappelle en fait à tous que certes, nous sommes dans une entreprise, mais que on est aussi des êtres humains et qu'on peut juste travailler ensemble, collectivement pour la même chose, le même but, et que voilà, il faut un minimum se respecter les uns les autres, et faire les choses dans un contexte positif, quoi. Donc Voilà. finalement, ton travail à ce moment-là, c'était de construire cette culture via des process, via Mais des assets, on pourrait dire. oui, C'était assez différent. Tu as dû structurer ce qui était en fait avant, entre guillemets, une bande de copains, parce que c'était oui, oui. trois personnes qui donnaient leur... Enfin, la boîte était une réflexion de vos énergies à tous les trois ou tous les deux. Euh, et d'un coup, il a fallu le mettre sur papier, limite. Exactement, il a fallu structurer, l'institutionnaliser, oui, oui. Et c'était à la fois passionnant, parce que c'est un exercice assez singulier de le faire, et en même temps très difficile, parce que ben, finalement, je me suis heurté à des choses que j'avais pas anticipées du tout, comme des réticences fortes à adhérer à ce genre d'outils, de Ouais. valeurs, de méthodes. Donc voilà, ça a été effectivement assez particulier, quoi. Surtout si tu rajoutes, j'imagine, à cette époque, le début du télétravail, où en plus, tu as moins la facilité de la connexion humaine, où tu es de l'autre côté de la table. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, c'est aussi la défense, par exemple, de certains principes, de certaines moralités. Étonnamment, en fait, et pas si, il y avait pas si peu de gens qui exprimaient ça. C'était finalement, mais si tu me proposes ça, c'est qu'il y a un loup. C'est trop sympa, c'est trop généreux. Si tu le fais, c'est au minimum pour que je bosse plus, pour que tu vois que à l'image un petit peu de Google à l'époque, hein, quand Ouais, leur ouais. campus était né, où ça a été très décrié puisque c'était le début de ce modèle-là, où ils mettaient des salles de sport dans les boîtes américaines pour faire rester les salariés, et la cantine et le machin. Et Mm. c'est un but affiché, hein. Ouais. Moi, j'étais très loin en fait de ce genre d'objectif, mais on pouvait pas s'empêcher d'essayer de trouver quelles étaient les arrière-pensées mercantiles de Jérémy dans sa recherche du bonheur, tu vois. Et du coup, comment tu as appris à faire ça au-delà de ce livre? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as lus ou des choses que tu as faites pour te former, pour Bon, alors devenir, après, entre guillemets, un manager? c'était beaucoup de discussions avec d'autres amis entrepreneurs. C'est là où, Ok. heureusement, j'ai pas été seul dans mes réflexions, dans mes frustrations aussi. Et j'ai reçu beaucoup d'encouragement en fait dans mes actions de la part de mes pairs, et ça m'a aidé quand même à maintenir, à tenir le cap. Euh, voilà, non sans difficulté ou gros découragement, parce que voilà, des fois, tu as un petit peu l'impression, passe-moi l'expression, mais c'est que tu pisses dans un violon, quoi, tu vois. Surtout quand tu essayes d'instaurer une culture entre guillemets, hyper positive comme ça, très, très, très sympa, très orientée autour du bonheur, ou peut-être tu peux avoir l'impression que finalement les gens enfin, pas se retournent contre toi, mais d'un coup, pour eux, c'est normal et le travail secondaire, ou, enfin, je ne sais pas si j'exprime bien, mais ça doit
peut devenir frustrant, j'imagine, quand c'est pas Oui, alors reconnu sa valeur. c'était pas les mêmes personnes, mais certaines effectivement qui considéraient ça comme normal, mais d'autres qui disaient non, je n'adhère pas parce que derrière le but est caché, le vrai but de toutes ces actions est caché et il n'est que orienté business. Euh, c'est étonnant comme et pendant longtemps, t'en as vraiment certains qui jusqu'au bout ne m'ont jamais cru, qui n'ont jamais cru en la sincérité de mes actions. Bon, Ok, voilà, c'est donc comme ça. on comprend, bah, de toute façon on connaît dans nos métiers, c'est beaucoup de travail que d'ailleurs de l'extérieur on s'en rend pas forcément compte, donc je pense que c'est important que tu parles de ce côté où tu as vraiment eu la chance d'être accompagné par des gens qui l'ont déjà fait avant toi, mais aussi c'est un peu le but, voilà, de discuter avec toi, d'être... moi j'ai toujours été un partisan des groupes, on va dire mastermind ou d'échange, j'ai toujours fait partie de ça, même si c'était pas des vrais humains, c'était des livres. Et du coup, on apprend comme ça. Donc, c'est hyper important. Donc, merci du coup justement de partager ces expériences. Et donc, donc, tu as fait ça 10 ans. Et comment on est venu à cette opportunité de vendre alors du coup? Ben, c'est la conclusion de finalement ce que je viens de te présenter. C'est une extrême fierté d'avoir pu, euh, malgré tout, hein, constituer une boîte de 30 personnes qui a été labellisée Great Place to Work. Donc, je sais pas si tu connais ce Non, je connais label, pas. mais qui récompense les entreprises dans lesquelles il fait bon travailler. Donc ça, c'est nos salariés hein, qui nous ont élus Great Place to Work, euh, où j'ai mis en place le congé menstruel, où bah, le télétravail était même pas euh, réglementé, si tu veux, ou en tout cas on n'en discutait même pas comme quelque chose qui était un quelconque avantage particulier. La semaine de 4 jours a été testée. Euh, Ouais. euh, on arrive chez Blackbird, on expliquait dans un fichier préparé pour ça qui on était, ce qui nous faisait plaisir, ce qui au contraire nous embêtait pour connaître un petit peu mieux la personne. Le recrutement, il se faisait collectivement. Il y avait la plupart des salariés qui venaient voir le candidat et qui le validaient. Euh, Tout ça, j'en suis fantastiquement fier parce qu'en plus de tout ça, on était une agence réputée et qui faisait de la qualité et donc on avait des très beaux clients. Oui, ce que Mais j'allais dire, on n'en a pas trop parlé, mais j'étais sur son site, des très très beaux clients, oui, 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 oui. super sites derrière qui ont l'air assez compliqués, mais aussi des clients qui doivent être durs à signer, on n'en a pas parlé, mais voilà, un Oui, succès aussi commercial, comme tu disais. mais formidables expériences parce que c'est aussi derrière des personnes humaines et derrière ces marques travaillent des équipes qui vraiment aussi adhéraient à l'idée de Blackbird qui était et qui adhèrent encore aujourd'hui puisque Blackbird existe, mais qui où la relation primait. Bien sûr, il fallait que le travail soit fait comme il faut et de manière performante, tant sur le coût que sur ce que ça générait, mais on basait nos relations sur les échanges humains, au point que on a mis dehors des clients parce que ça se passait pas bien entre les Ouais. équipes, tu vois, Ça me rappelle des belles un marques, hein. Slack que j'ai reçu il y a quelques heures. J'ai pas encore répondu parce qu'il faut. Ouais, ouais. Non, mais c'est hyper important. Mais exactement, et c'est vraiment, il y a une défense quotidienne de cet état d'esprit, de cette idée de dire à un moment, on a d'abord on est une chair, on a un cerveau et on a voilà, on doit se préserver nous-mêmes et après on peut du coup proposer nos services aux autres et si on le fait dans un contexte bienveillant, c'est formidable. Mais voilà, donc tout ça c'était effectivement très efficace, ça l'est encore. Néanmoins, ça avait fini par tarir mon, mon, mon rôle d'entrepreneur parce que bah, les challenges devenaient un petit peu récurrents. On a des problématiques qui venaient régulièrement, les développeurs à recruter, de temps en temps certains départs, le recrutement de clients. Voilà, là on a changé de locaux aussi il y a un an et demi, donc
bon voilà, c'est une sorte de gestion presque pépère, si tu veux, de Mhm. problématiques souvent du coup récurrentes, qui en fait ne m'apportaient plus de challenge qui moi me faisait vibrer. Mon caractère d'entrepreneur, il est nourri quand je ne sais pas ce qui va m'arriver demain et quand je sais que je suis en danger et que là, je risque quelque chose. C'est ça aujourd'hui, moi, que je cherche dans dans, mon- dans mon- dans ma vie professionnelle. Et effectivement, je l'avais un petit peu perdu chez Blackbird parce que ben, ça marchait trop bien, quoi. Alors, Aïe, quel problème. oui, voilà, c'est ça. Donc je le dis en rigolant parce qu'évidemment que ce n'est pas un de problème, mais voilà, c'était pour moi Surtout que j'imagine entrepreneur. que si tu, entre guillemets, choisis des clients parce que vous entendez bien, que vous faites du bon boulot, et que c'est des gros clients avec des grosses plateformes comme ça, ils restent. C'est-à-dire j'imagine qu'il y a la récurrence, des mises à jour. On n'a pas trop parlé business, mais est-ce que c'est comme ça que ça marche? Oui, 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 oui. Et ce qui est formidable, c'est que il y a une fidélité de nos clients qui est très très grande, très très forte, parce que j'en suis persuadé, parce que d'abord notre travail est excellent pour eux, parce que les conditions ensuite dans lesquelles on leur propose de faire ce travail sont également excellentes, tant euh, contractuelles que humaines justement. Hein, et pour moi, Hmm. je le remets, tu vois, tout le temps sur le devant, mais parce que c'est primordial. Euh, et donc effectivement, ça génère cette fidélité qui fait que voilà, on a une activité euh, qui est stable et qui est passionnante parce que cette fidélité, elle a quelque chose de très très positif, c'est qu'elle permet d'aller très loin avec nos clients. Parce qu'on se connaît bien, parce qu'on connaît bien leurs problématiques, leur business, on va pouvoir leur proposer du coup des choses très pointues, des réponses à leurs besoins. En, en les- Tu sais, dans le web, certaines personnes peuvent exprimer des besoins et en fait, toi, en tant que technicien, tu vas même des fois peut-être proposer des réponses à des besoins qui n'ont pas été exprimés exactement comme eux parce qu'ils ne l'ont pas forcément, ils n'ont pas pu l'exprimer comme ils voulaient ou Ouais, en fait, il y avait des choses un petit peu plus fines à apporter. Voilà. Cette pérennité permet effectivement des choses très efficaces et on le voit, la plupart de nos clients ont vu leur performance augmenter en commençant à travailler avec nous et du coup, ben, forcément, quand le business va bien, on change c'est pas de ça. partenaire, quoi. Ouais, vous êtes un partenaire de croissance, tant que ça croît, Voilà. ils sont Voilà. contents. Ok, donc, mais c'était donc super, mais beaucoup de boulot. Au bout d'un moment, d'être un peu de stabilité, un peu de besoin de, tu disais peut-être d'autres challenges. Comment, c'est toi qui t'es dit, tiens, je peux peut-être aller regarder si ça pourrait avoir de la valeur, ou quelqu'un est venu vers toi. Comment t'en es venu à... Non, alors j'ai décidé un jour, après quelques mois de râlerie, je rentrais chez moi, tu sais, toujours en disant finalement j'en Aïe, ai marre, c'est tout le temps ouais. les mêmes trucs. Je me suis dit, ça suffit, ma vie ne peut pas être faite de râlerie à la Tu maison. dis, J'ai c'est pris pas toi. Non, voilà, c'est pas moi, exactement. Et donc j'ai pris la décision, simplement, de Ouais. dire, en fait, la clé, c'est d'arrêter, de partir. Et dès lors, j'ai du coup, donc là on est en décembre 2022, prise de cette décision, j'en ai parlé à mes associés qui ont adhéré à l'idée. Donc là, le deal était de vendre 100% de Blackbird. Et dès janvier, j'ai appelé une agence spécialisée comme la tienne pour nous accompagner dans cette démarche. Euh, donc eux ont un profil plus, donc c'est des anciens experts comptables qui se sont spécialisés dans la fusion et acquisition et qui nous ont aidés d'abord à faire un mémorandum de Blackbird. Donc on a passé beaucoup de temps, ça a mis 4-5 mois à constituer finalement le dossier Bien euh, sûr. à présenter. Et puis une phase qui aura duré jusqu'en, donc là on est en janvier 2023, donc jusqu'à avril-mai 2023 on constitue ce dossier, et puis de mai à juillet-août euh, la recherche de potentiels acquéreurs en faisant là une prospection active hein, d'une liste, si tu veux, qu'on avait Ok. dressée, Ok. donc fait par cette prospection a été faite par cette agence jusqu'à finalement
étudier les différentes offres qui nous ont été faites euh, euh, et à nous choisir les Ouais. deux, à cette époque, on a réduit cet entonnoir, deux interlocuteurs qui nous paraissaient être à la fois sérieux dans leur démarche et puis intéressants pour nous dans notre projet. Ouais, donc, vous avez quand même été mis dans la situation idéale de pouvoir choisir le repreneur. Vous êtes allé identifier des repreneurs, on va dire, clés, Voilà, c'est ça. stratégiques. Ok. C'est ça. Et puis on a avancé avec eux pendant un certain temps dans un certain nombre de négociations pour finalement aboutir à faire un choix pour un interlocuteur, pour rendre exclusif les discussions avec l'un d'eux, euh, de fait de leur approche, du projet qu'ils avaient aussi pour Blackbird et pour la suite de Blackbird, évidemment. Parce que particularité, sur les trois associés, il y en avait qu'un qui partait, moi, Ok, c'est ce que je voulais et mes savoir. deux associés restaient et souhaitaient être salariés du nouvel acquéreur. Donc il fallait que ça colle, que ça Ouais. puisse matcher, que les équipes soient conservées, que l'activité soit cohérente aussi avec celle que l'on faisait. Donc il y avait quand même beaucoup de cases à cocher et bah, il se trouve que l'acquéreur final les a cochés, donc c'était formidable quoi. Oui, et c'est vrai qu'en général, quand c'est un groupe de cette taille, c'est plus facile si il y a des personnes qui restent, qui ont envie de rester pour garder cette stabilité. Donc, si tu Absolument. as, j'imagine, Alors trouvé c'est un gros plus gros. non, c'est vrai, tu as raison de le dire comme ça. C'est un avantage aussi pour l'acquéreur si des dirigeants restent en place, parce que voilà, il y a une continuité, il y a une connaissance des équipes, des clients. Ouais. Évidemment que c'est un atout. Oui, oui. Selon le profil, mais j'imagine que quand c'est une boîte de 30 personnes, ceux qui sont venus, donc je sais pas si tu veux qu'on en parle de quel était le projet, qui sont les acquéreurs ou quel type d'acquéreur, euh, et aussi on voulait parler du coup du sujet, alors qui est en effet, on entend tout et son contraire sur les prix de vente. Toi et Mais moi, on a décidé de parler plutôt de multiples, parce que c'est quand même la clé, comme ça les gens pourront se projeter en disant bah, combien je fais en fait de BE. D'ailleurs, pour reparler, en général, quand on fait une valo, on parle de BE retraité, excédent brut d'exploitation retraité, avec les choses qui sont un petit peu des anomalies qu'on remet dans le bilan. Toi, du coup, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ton expérience personnelle là-dessus? d'abord que effectivement, je confirme qu'on lit tout et son contraire sur ce genre de sujet, que c'est terrible quand du coup on cherche une info parce que on a envie de se dire mais du coup ma boîte à moi, elle vaut combien? Et c'est oublier que dans le commerce, parce que quand on achète ou qu'on vend une entreprise, ben, c'est du commerce d'entreprise, c'est exactement la même chose que pour n'importe quel autre produit. Il n'y a de valeur que s'il y a un acheteur en face, et c'est souvent lui qui fixe cette valeur en fonction du nombre d'acheteurs potentiels, du marché, etc. Et que du coup, des éléments intrinsèques ne sont pas forcément tous pertinents pour valoriser une boîte. Et donc, voilà, moi, ça m'aura appris à. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu as mal quelque part, il faut pas aller regarder Doctissimo. Bon, bah, quand tu veux Ouais. savoir combien vaut ta boîte, bah, tu vas pas regarder en fait sur les sites qui vont te dire combien va une boîte dans le e-commerce parce que ce sera faux, quoi. Ils sont juste là pour prendre ton adresse email et te rappeler après. Voilà, voilà. Donc, la réponse un, c'est ça dépend. La Oui, réponse 2, c'est le bon prix, c'est quand il y a un acheteur et un vendeur qui se tapent dans la main. exactement. Et dans ton cas, on peut en parler ou pas? Oui, on peut en parler, on peut parler bah, du coup de ce fameux multiple parce que là où moi je pense que c'est intéressant, c'est non pas d'essayer de déterminer quel est le bon multiple pour notre société, mais par contre d'en connaître le plus possible pour savoir un petit peu ce qui se fait en général, simplement pour essayer de savoir si on est au-dessus, en dessous et dans la moyenne. Et il se trouve que Blackbird a été cédé aux alentours de 6,5 fois 6,5 le fois BE. le BE. Voilà. Retraité. Ouais, Voilà. top. Donc, et C'est un ce bon mot, multiple par rapport à ce qu'on alors voit c'est quand vrai, même, hein. mais justement, j'allais Ouais, préciser que vas-y. le mot retraité a son Ok, importance et d'accord. euh,
peut paraître au début presque un petit peu, bon voilà, il l'a dit, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, ce retraitement, il est à la, il est souvent à l'initiative de l'acquéreur et il est souvent décidé dans une négociation. Et donc, Mmh. euh, on, on, on se met d'accord sur ce qui est retraité et à quel point ça l'est. Et en fait, ça peut tout donner. Oui. Et donc, ton DBE peut varier très fortement en fonction des retraitements qui seront faits. Et donc là, ça crée beaucoup du coup d'incertitudes et voilà, ça rend l'exercice finalement très angoissant, si tu veux, quand tu es vendeur, parce que t'essayes un petit peu voilà, de garder les petits, tu vois, de se dire attends, mais non, mais ça c'est encore à nous, ça c'est de nous, ça Oui. c'est par notre activité. Ouais, non, c'est un bon rappel. C'est un bon rappel que le multiple, il veut tout et rien dire parce que ça dépend de plein de contextes. Ça dépend en fait de ce que tu retraites. Vous avez une Voilà, situation particulière. Quelqu'un qui, où les trois dirigeants ou associés partiraient heureux, un multiple et une situation différente parce que tu retraites pas la même chose, voilà. parce que là, du coup, c'était tes parts qui étaient rachetées finalement. Et donc, il y avait un projet qui était spécifique. Ok. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et toi, du coup, est-ce que donc tu es, donc, j'imagine, 100% sorti? Est-ce que tu as encore un rôle dedans? Ou est-ce que tu sais ce que tu vas vouloir faire ou pas? Non, alors j'ai plus de rôle dedans. J'ai d'ailleurs les derniers mois de cette période de 15 mois qui aura duré depuis ce fameux décembre 2022, jour de ma décision, jusqu'à début avril. Donc là, il y a un peu plus d'un mois. Euh, euh, les derniers mois de cette période ont été pour moi consacrés à la session, parce que Ouais, ça aussi c'est quelque chose que euh, j'ai envie, si tu veux, de dire, c'est que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, ouais, qui n'est pas anodin comme démarche et qui doit se faire tout en maintenant l'activité de l'entreprise que tu vends. Donc voilà, alors moi j'ai eu la chance d'avoir des associés à la fois pertinents dans leur métier où on a une complémentarité qui a fait que j'ai pu moi me consacrer à la session pendant que eux se consacraient un petit peu plus à la production. Euh, je lève la main. Question. Oui, justement, par rapport à ça, j'imagine qu'il y a aussi eu cette période où vous avez préparé, vu que vous avez quand même été patient, vous avez pris le temps, etc. Cette préparation où j'imagine que du coup, vous avez réorganisé la boîte pour que tu puisses finalement partir et donc eux, ils ont repris tes responsabilités ou il y a eu cette phase, j'imagine, de structuration. oui, alors c'est quelque chose que j'ai préparé, que je préparais depuis longtemps, Ok. notamment parce que le, le début de cette phase de délégation, qui était sur des tâches, euh, c'est très varié, et puis effectivement toucher l'entreprise à des milliers de tâches, elles ont été déléguées depuis bien avant ma décision de quitter la société, parce que à cette époque-là, je voulais moi me dégager du temps pour reprendre des risques avec cette agence, avec Blackbird, notamment en faisant de la croissance externe. Euh, et Vous en avez les fait? derniers... Comment? Vous avez racheté Et du coup, des. non, non, on n'en aura pas fait, Ok. À justement, la place, ça a à été. mon grand dame. Ok. Voilà, bon, ça c'est voilà, c'est l'histoire de la rencontre notamment avec mes associés où on n'était pas forcément tous les trois alignés sur ce genre d'envie, mais j'avais donc déjà délégué un certain nombre de tâches et les derniers mois en fait ont largement suffi pour transmettre Ouais. les dernières choses et donc ça s'est fait vraiment sans heurts. Euh, voilà, de manière assez intelligente aussi parce que mes associés le sont, que ça a été fait en bonne intelligence, en œuvrant pour que tout se passe pour le mieux. Et donc ça, c'est aussi finalement une chance que je pense que j'ai eue, c'est d'avoir des associés non hostiles, si tu veux. Ouais, non, c'était. Voilà, bah, c'est. Heureusement, après 10 ans où tu as voulu instiller une culture de positivisme, que tu étais au moins Oui, au niveau des peut-être. associés. Euh, ouais, ça fait un mois que tu vas plus au boulot alors. Donc ça fait un mois que je vais plus au boulot. Comment ça se Et, passe? euh, et ça se passe plutôt bien parce que figure-toi que je ne m'ennuie déjà absolument pas. Ok. Je suis un passionné de bricolage, donc je badonne là beaucoup à cette activité. Je suis un passionné de nature aussi, donc je reprends.
certaines choses que, tu sais, comme tout le monde, on met de côté des petites choses qu'on veut faire, des petits projets, des choses et d'autres, où on se dit, mon Dieu, si j'avais un petit peu plus de temps, je le ferais. Donc voilà, là, les prochaines semaines seront dédiées à faire un petit peu, à passer ce temps sur ces projets plaisirs, tout en réfléchissant à un avenir professionnel. Et là, effectivement, je parle bien de réflexion parce qu'aujourd'hui, j'ai plein d'idées, évidemment, mais j'ai aucune certitude, j'ai beaucoup d'envie, et il faut que je réfléchisse à ce qui surtout me, me nourrit à nouveau et me correspond, tu vois. Et j'ai aussi entre reprendre une entreprise en difficulté, parce que bah, c'est quelque chose qui est un challenge en soi de là devoir prendre des décisions fortes et d'être dans un réel danger à acheter une forêt et devenir bûcheron, tu vois. Donc c'est très Mais le par gros, si je spectre est comprends très bien, large. les ordinateurs, c'est fini. Non, c'est pas fini, je ne pense pas parce que mine de rien, même si effectivement là j'ai besoin d'une pause du digital, ça reste mon cœur de métier, le métier que j'ai appris, que je sais faire, je connais bien, dans lequel je suis pertinent. Et donc, non, je pense que cette compétence, je vais continuer de la développer, notamment au service d'autres entreprises. Peut-être que je vais accompagner là dans les temps qui viennent. Alors, je rencontre du coup aussi beaucoup d'entrepreneurs. Je m'intéresse aux projets qui naissent. J'ai envie forcément de prendre part à certains projets qui m'excitent un petit peu. Et donc, pour eux, ben, euh, ou de l'investissement financier, ou de l'apport en compétences, notamment digital, e-commerce, ou les deux. Là, tu vois, j'ai rencontré ce matin même un duo d'entrepreneurs, des artisans, dans un produit qui vraiment est pour moi noble et qui peut revêtir beaucoup de sentiments, qui est le couteau. Ah oui. Donc voilà, on verra après où tout ça va me mener, mais c'est voilà de d'abord continuer d'accompagner les entrepreneurs, de transmettre des expériences, transmettre un vécu et pourquoi pas aussi du capital parce que mine de rien les boîtes en ont besoin. Donc, Ok, je crois que le message était passé. En tout cas, de la transmission, il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Donc, on te remercie. Enfin, je avec te plaisir. remercie. Et les gens qui regarderont aussi. Si je comprends bien, du coup, la porte est ouverte pour des questions, des opportunités, des rencontres, potentiellement des investissements et surtout pour toi du temps pour toi à déconnecter et voir Oui, ce qui se passe après. c'est ça, un bon mélange de temps pour moi, pour ma famille, pour mon fils, mais aussi d'entrepreneuriat, de dynamisme, de, de challenge, d'innovation. Parce que c'est ça qui aujourd'hui nourrit le monde dans lequel on est. Et je te le disais tout à l'heure, finalement, ouais, c'est bien l'entreprise aujourd'hui qui crée la valeur dans notre pays. Et si l'État perçoit des impôts, c'est bien parce que on crée, nous, entreprises, de la richesse. Et donc, voilà, il faut qu'on continue de créer des entreprises. Et moi, si je peux, à ma toute petite échelle, aider en quelconque sujet, effectivement, c'est quelque chose qui, là, je pense, va bien me faire triper, quoi. Bah, tu l'as fait aujourd'hui et je te remercie beaucoup. Avec Je grand mettrai du plaisir. coup tes infos pour te contacter et puis du coup sur LinkedIn principalement quand tu auras des news. Oui, voilà, effectivement, moi, c'est pas très compliqué de trouver mes coordonnées. Mais génial. Jérémy, merci beaucoup. C'était une super heure avec toi et je te dis à Merci à très toi, bientôt. Théo. À très Merci bientôt. beaucoup. Au Salut. revoir.